قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية. كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Un moment de littérature autour du roman L'Irrésistible Appel de Mozart de la Vega. J'ai le plaisir de présenter cet auteur et son livre. J'ai aussi le grand plaisir de parler de ce livre particulièrement parce que c'est un livre qui sort un peu de l'ordinaire, mais ça n'est pas tellement original parce qu'Abdullah Beda a la particularité de toujours traiter de sujets particuliers. Jamais des sujets puisés dans la banalité du quotidien. Il va toujours chercher des idées originales. Je pense par exemple à Testament d'un livre, dans lequel c'est un livre qui raconte sa vie, qui fait son testament. Ou alors Nom d'un chien, la même chose. Ou alors dans le recueil de nouvelles, Les Djellabas vertes se rebellent. C'est toujours ce suicide, c'est à peu près la même chose. C'est toujours des sujets originaux, c'est toujours des thématiques originales. Alors aujourd'hui donc, on va présenter le livre, le dernier roman, L'Irrésistible Appel de Mozart. C'est un roman, à mon avis, qui sort de l'ordinaire. On se dit que c'est un roman qui traite une question très sensible, qui est la passion. C'est un roman sur la passion. De la Beda vous en parlera plus en détail dans un moment, mais juste pour introduire, je dirais que c'est l'histoire de quelqu'un qui découvre que sa véritable passion, c'est la musique. Et donc il s'engage dans la musique au début de sa retraite. C'est-à-dire quand c'est déjà un homme accompli, qu'il a traversé la vie à travers une carrière professionnelle, il arrive à 60 ans, et donc il découvre une nouvelle passion qui est la musique. Donc finalement c'est un livre sur la passion, qui est dite à travers la métaphore de la musique, et donc à travers le récit du comportement de cette personne. C'est un livre sur la passion, c'est un livre qui nous dit quelque chose de fondamental, c'est que nos désirs sont toujours enfuis en nous, et que nos désirs sont cachés et qui n'attendent qu'un déclic pour se révéler. C'est le cas de ce personnage, Moroccan Django, qui a vécu une vie somme toute banale en tant que banquier, mais dans lesquelles vriller, dans lesquelles s'agiter, dans lesquelles remuer des passions, la passion de la musique. Donc, nos désirs, finalement, le roman nous dit quoi? Le roman nous dit que les désirs qui sont en nous sont peut-être les plus grands de nos désirs, et sont peut-être aussi les désirs qu'on veut le plus assouvir. Mais que toute notre vie, nous rencontrons des difficultés pour exprimer ces désirs profonds, et qu'il suffit d'un déclic pour que ces désirs saillent, pour que ces désirs s'expriment. Donc c'est un désir qui nous dit que nous sommes animés par des désirs inconscients, lesquels constituent notre véritable être, ce que nous sommes réellement. Et c'est en cela que je pense que c'est un roman que j'appellerais un roman nietzschéen, parce qu'il reprend finalement une célèbre maxime de Nietzsche, le philosophe allemand, qui dit que deviens ce que tu es. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut absolument devenir ce que réellement, ce que ontologiquement nous sommes. Si nous sommes animés du désir de musique, eh bien, il faut qu'à un moment, nous devenions cet être animé de musique. Deviens ce que tu es. Cette parole de Nietzsche dit absolument tout. Et c'est ce que dit le roman. Le roman, il appelle Moroccan Django, qui enfin devient musicien, c'est-à-dire qu'il va vers ce qu'il aime le plus, ce qui a toujours pulsé dans ses désirs. Enfin, il devient ce qu'il est. C'est aussi un roman que je le qualifie aussi de stoïcien. Pourquoi stoïcien? Parce que ça me rappelle la fameuse phrase de Sénèque qui dit il faut toute une vie pour apprendre à vivre. C'est un petit peu ce qui se passe pour Moroccan Django. Il a besoin de vivre 60 ans, de traverser plus de la moitié d'un siècle,
pour enfin commencer, pour enfin comprendre sa vie. Il faut toute une vie pour apprendre à vivre. Parce que lui, réellement, sa vraie vie ne s'exprime que dans la musique. Donc il a passé 60 ans de sa vie pour apprendre à vivre. Donc voilà en quoi c'est un roman qui est, je dirais que c'est un roman, parce qu'il appelle en nous des sentiments véritables, qui nous animent, des vrais sentiments qui nous animent et qui font que nous avons des désirs, dans certains cas qui s'expriment, dans d'autres cas qui sont encore en veilleuse, mais il nous appelle à ce qui réellement nous constitue. Donc c'est un roman, pour revenir à ce que je disais au début, c'est un roman sur la passion. C'est un roman qui nous appelle à la vie, c'est un roman qui nous appelle à vivre nos désirs, autrement dit à transcender toutes les contingences que la vie peut nous imposer. Voilà en quoi ce roman, à mon sens, est un roman important, parce qu'il touche l'âme humaine, il touche ce qu'il y a de plus profond en nous. Maintenant, ce qui nous manque pour mettre un corps à ce que je viens de dire, c'est le récit du roman que je vais demander à Abdallah Beïda de vous livrer. Est-ce que tu peux nous dire l'ossature du roman? Quel est le pitch? Je ne sais pas, si je peux. En tout cas, merci Mahmoud Lahbabi pour cette présentation et également merci au public d'être présent pour partager avec nous ce moment d'échange autour de ce nouveau roman, L'irrésistible appel de Mozart. Alors, le pitch, c'est-à-dire grosso modo les histoires sans entrer dans les détails de ce roman, le roman commence par un personnage qui arrive à l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'il y a déjà sa vie active derrière lui et qui va commencer en quelque sorte à battre en retraite. Et c'est là que il faut préciser également que j'ai choisi un personnage qui a bien réussi sa vie. Ce n'est pas quelqu'un normalement qui a des regrets ou autres et qui est sur le plan matériel, sur le plan des conforts que chacun souhaite, puisque c'est un ancien fonctionnaire de la Banque du Maroc et qui a une belle maison à Rabat, qui a 2 enfants, un garçon et une fille, donc c'est le couple et la petite famille idéale. Des enfants qui ont fait de brillantes études, la fille est devenue médecin, le garçon est devenu banquier comme papa. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Mais, et c'est avec ce mais-là que commence le roman, il y a un mais, il a l'impression d'être passé à côté de l'essentiel, à côté de quelque chose qui aurait pu nourrir sa spiritualité, qui aurait pu nourrir ses sentiments, ses passions, etc. Parce qu'il était tout le temps à la Banque du Maroc dans des chiffres, dans des courbes, dans des 1 plus 1, de X, Y, etc. Mais jamais dans cette dimension qui est la dimension artistique en général et plus particulièrement la dimension musicale. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais fréquenté la musique en quelque sorte. Et quand on n'a jamais fréquenté la musique ici, là, j'ai l'impression, ou c'est ce que je tente d'exprimer dans son roman, qu'on passe à côté de quelque chose, à côté d'une chose essentielle. Même si on a une belle maison, même si on a une famille stable qui n'a besoin de rien, etc. Mais quand la musique manque dans notre vie, quand l'art manque dans notre vie, il y a quand même quelque chose d'essentiel c'est-à-dire que ça reste malgré tout une vie lacunaire, il y a quelque chose qui manque. Donc ce personnage, arrivé à la retraite, il se dit, tiens, bon, il y a un déclic, il y a des circonstances qui vont le pousser à cette décision. Il se dit, pourquoi pas, il n'est jamais trop tard. Maintenant, à 60 ans, je vais peut-être apprendre à jouer d'un instrument de musique. Je vais
à découvrir cet univers. Donc, il y a eu tout d'abord des membres déjà de sa famille qui lui disent non, c'est pas à ton âge que tu vas faire ça. Le regard de la société également, tout le monde tentait de le dissuader de cette envie. Et plus les gens tentent de l'empêcher de réaliser ce penchant, cette envie, et c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec Mamoun quand tu dis c'est un roman sur la passion, donc cette passion qui est tardive, qui va venir, qui va naître à l'âge de 60 ans, malgré cela, il va s'accrocher. Et plus les autres tentent de le dissuader, plus lui s'accroche. Plus il s'accroche, et donc mieux il avance, malgré tous les obstacles. Et bien sûr, c'est cette quête, le roman raconte cette quête, comment ce personnage, âgé de 60 ans, va vivre, parce que c'est ainsi que j'ai présenté les choses dans le roman, c'est comme une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, et cette quête dans laquelle il va s'engager, va lui faire découvrir d'autres horizons, d'autres univers, etc. Le regard qu'il avait sur les choses de la vie durant les 60 ans va lui-même changer sa perception des choses, et petit à petit, même physiquement, notre personnage va changer pour devenir autre. Voilà grosso modo le cheminement sur lequel j'ai lancé ce personnage qui, durant toute la première partie du roman, ne porte même pas de nom, n'a même pas de nom. C'est seulement après, quand il va explorer cet univers, que on va finir par l'appeler Moroccan Django, en référence à Django Reinhardt, qui est un grand musicien du jazz manouche. Comment s'opère la genèse d'un tel roman? C'est-à-dire, ça vient de quel déclic? Est-ce que ça vient d'une rencontre? Est-ce que ça vient d'une lecture? Est-ce que ça vient d'un manque? Ça sort d'où? Est-ce que ça a besoin de macérer? Est-ce que ça a besoin de beaucoup d'années de travail? Ou au contraire, est-ce que ça sort d'un jet? Non, c'est un peu, ça vient d'un ensemble d'éléments, c'est-à-dire que c'est d'abord une idée, c'est d'abord ma volonté d'explorer aussi, parce que pour moi-même, j'essaie d'entraîner le lecteur avec moi dans cette exploration, c'est explorer un univers, c'est une chose que j'ai faite dans le Testament d'un livre, dans le nom d'un chien, dans le dernier Sato, etc. C'est explorer un univers que parfois moi-même j'ignore. C'est-à-dire, par exemple, je trouve des affinités entre Moroccan Django et moi, parce que c'est l'univers de la musique, c'est pas vraiment mon univers. Et donc, en me lançant dans cette aventure, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner un peu mieux, parce que dans mon parcours scolaire, universitaire, c'est une composante qui était absolument absente. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais découvrir un peu cela. Donc, la genèse est faite un peu de cela, mais l'idée était là, et j'ai trouvé que c'est une idée qui va me permettre d'explorer un univers. Et en explorant cet univers, je réfléchis petit à petit à la façon de le romancer, à la façon de faire un montage et une architecture. Je compare souvent ça à un puzzle, c'est-à-dire au fait que dans le roman, il y ait des composantes qui se renvoient la balle, il y ait des composantes entre lesquelles il y a des résonances. Ça ne m'intéresse pas beaucoup qu'il y ait des résonances entre ce roman et l'extérieur, et le monde, et la société. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque composante que je choisis trouve sa résonance et sa logique au sein même du roman. Voilà, c'est une pièce du puzzle. Pourquoi le banquier? C'est parce qu'il y a telle et telle chose, parce qu'il y a tout un lexique de la banque, il y a tout un jargon qui est loin de l'univers de la musique. On nous dit parfois
au moment des débats autour de ce roman, oui, il y a de grands musiciens qui sont banquiers également, qui sont bien différents. Je ne renie pas ça, bien sûr. On a des musiciens qui sont dans des domaines complètement lointains de l'art, mais en ce qui concerne mon personnage, je le voulais ainsi. Je le voulais qu'il soit beaucoup plus imprégné de ce jargon des finances pour le faire passer justement vers le jargon de la cadence et du rythme. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens que j'ai réfléchi et que j'ai construit ce roman, et chaque morceau, chaque partie, chaque puzzle, chaque pièce de ce puzzle a sa signification dans le roman, et soit va mettre en relief un des aspects de ce personnage, ou bien également à donner une signification à cet univers. Et notamment, je tentais de mettre en place des composantes qui vont soit le propulser, soit le pousser à aller, à s'acharner encore dans son exploration de cet univers, et d'autres qui vont le décourager. Et donc il y a ce conflit, ce travail permanent entre ces deux éléments, et je dote ce personnage d'une volonté de faire, du haut de ses 60 ans, j'ai essayé d'en faire quand même un personnage qui a la volonté d'un jeune, qui a la volonté jeune, plutôt, pas la volonté d'un jeune, mais qui a la volonté jeune, et qui a la volonté vigoureuse, et qui a la volonté capable de défier tous les obstacles pour réaliser cette passion, et pour également donner libre cours à ce qui est enfui, ce qui n'a pas laissé s'exprimer, parce qu'on a tous au fond de nous, peut-être, une sensibilité à l'art, une sensibilité à des choses beaucoup plus spirituelles, mais le quotidien, la vie, la société, etc., nous impose à laisser ça de côté et à nous attaquer à des choses parfois plus matérielles, plus en rapport avec notre confort, en attendant, parce qu'on se dit souvent, on attendra, Inch'Allah, le bon jour, le meilleur moment, peut-être ça viendra, c'est peut-être maintenant, et on reporte. Et là, pour le personnage, le moment était arrivé à l'âge de 60 ans. C'est aussi une façon de dire qu'il n'est jamais trop tard. Sans vouloir faire la petite psychologie, est-ce qu'à travers le sens qui affleure des mots, est-ce qu'il faut voir dans le discours que tu viens de tenir un manque qui a été projeté sur la page blanche? Comme on dit, est-ce que c'est une part de toi qui figure dans les 200 pages du roman? Est-ce que c'est un besoin de musique que tu n'as pas eu, dont tu as manqué, et qu'il a fallu combler en racontant cette histoire, en inventant un personnage qui n'est finalement, qui existe d'abord par la musique? Je ne dirais pas cela, parce qu'en fait, à travers la littérature, j'ai déjà un pied dans l'art. D'accord? Donc la littérature, c'est déjà une musicalité, c'est déjà de la poésie, c'est déjà un univers où on peut se nourrir agréablement. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de musicalité dans des textes bien écrits, tout simplement, c'est-à-dire dans des textes travaillés, on peut éprouver la musicalité. Mais en développant l'idée de ce personnage à la conquête de l'univers musical, c'est peut-être quelque chose beaucoup plus qui dépasse la petite personne, c'est-à-dire c'est un regard sur la société, parce que c'est un peu dommage quand on va dans certaines écoles, dans certains établissements scolaires, et que il n'y a plus de cours sur la musique. Ça, c'est très dommage. Et il n'y a plus, quand je dis il n'y a plus, ça veut dire qu'il y en avait peut-être à un moment. J'avais une rencontre il n'y a pas longtemps à Sorklava, dans un établissement, dans la délégation de Sidi Slimane, à Sorklava.
dans un lycée public. Et j'étais dans le bureau de la directrice. Et tout en discutant, je vois les casiers des différents dossiers. Et j'ai vu un des casiers avec une étiquette un peu déjà jaunie. Et sur l'étiquette, c'est écrit Tarbiya al-Musiqiya, l'éducation musicale. Ah, j'ai dit super, vous avez de la musique dans votre établissement? Elle m'a dit non, ça date d'il y a longtemps, malheureusement, on n'a pas de professeur pour cette matière. Il y avait de l'éducation musicale à Sortlar, peut-être les années 90, mais dans cet établissement, précisément, il ne restait plus qu'une étiquette jaunie. Ça fait mal au cœur quand même quand on voit ça. Je sais que actuellement ça existe dans certains établissements, ou surtout dans des établissements privés, c'est-à-dire qui sont un peu privés, donc privilégiés, mais dans beaucoup d'établissements publics ça n'existe pas. Donc c'est un peu l'expression de ce manque dans la société. Et, si tu veux, il y a aussi un peu de moi-même, parce que je n'ai jamais été initié à la musique. Je ne suis pas aussi néophyte que Moroccan Django, mais je n'ai pas eu de passage par le conservatoire. J'aime bien écouter la musique, mais en tant que profane. C'est-à-dire, je ne suis pas un initié à cet univers. Je ne joue pas d'instrument de musique. D'ailleurs, à un moment, quand j'ai commencé à travailler la matière première de ce roman, c'est-à-dire à prendre des notes, etc., je me suis dit, tiens, je vais un peu accompagner le personnage dans son parcours. Je vais lui faire acheter une guitare. Et je suis parti chercher une guitare à Rabat. J'avais du mal, d'ailleurs ça je le raconte dans le roman, mon personnage aussi avait du mal à trouver un magasin d'instruments de musique. Dans tout le boulevard Mohamed V, boulevard Hassan II, et a parcouru, il a fait des allers-retours, il n'a pas trouvé de magasin. Et après, on a fini par acheter une guitare dans une grande surface, que je ne nommerai pas, mais qui est du côté de la rocade. Et je suis allé moi-même acheter une guitare dans ce magasin. Et j'ai commencé à gratter un peu, et j'ai même été tenté d'essayer d'apprendre, peut-être de chercher un maître, un prof pour apprendre la guitare, ou de voir du côté du conservatoire. J'ai beaucoup cherché sur Internet aussi. Et puis je me suis rendu compte que j'avais une sorte de dilemme cornélien, un choix à faire. Apprendre à jouer d'un instrument de musique, ça demande beaucoup de temps. Donc, j'avais le choix, soit de m'investir là-dedans et de me consacrer totalement, consacrer beaucoup de temps à cela, soit poursuivre mon personnage dans sa quête et l'accompagner, lui faciliter les choses et le conduire vers des endroits où il peut apprendre, etc. Donc je me suis dit, là, tu laisses ton projet de côté, tu accompagnes ton personnage, c'est plus facile d'ailleurs, c'est plus facile. Donc je l'ai accompagné, il a pu apprendre sans beaucoup de problèmes. Ma guitare est toujours dans un coin de mon bureau. Il faut établir le droit de tout oser, disait Gauguin. Est-ce que tu penses qu'il faut aller au bout de ses rêves? Est-ce qu'au contraire, il ne faut pas établir le compromis, ou bien établir le compromis entre la vie de tous les jours, les contraintes, les obligations, les assignations morales, sociales, et renoncer à ses rêves? Quel est d'après toi le sens de... Parce que le roman porte l'idée que Moroccan Django a réussi quelque chose. Ouais. Il est allé au bout de ses rêves. Oui, tout à fait. Quelle est ton opinion? Est-ce qu'il faut établir, comme Gauguin disait, le droit de tout oser, aller au bout de ses rêves? Comme je disais tout à l'heure, moi,
pour moi, le roman, c'est une occasion de réfléchir. C'est-à-dire, quand j'écris, c'est aussi des réflexions, c'est aussi l'exploration d'un univers, et chaque détail m'amène à penser, à repenser certaines situations sociales que nous rencontrons, certains comportements, certaines attitudes, etc. Et donc, une des choses, pas que j'ai découvert, mais qui m'y a accompagné, ou à laquelle je réfléchissais au moment du travail sur ce roman, et qui est en rapport avec la question, c'est que nous sommes très lâches. Nous sommes lâches. L'être humain est assez lâche quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'acharne pas quand il y a un rêve, quand il passe facilement à la recherche, à la quête de la facilité, au compromis également, à chercher la voie la plus facile pour ne pas froisser, pour ne pas déranger, pour ne pas blesser. Il faut prendre en considération la société, il faut prendre en considération la politique, il faut prendre en considération la famille, etc. Il y a toujours des choses avec lesquelles il faut composer. Bon, à la fois, après, je me dis, c'est aussi ça la société. Parce que sinon, si chacun s'acharne, chacun fonce dans la direction de sa passion, etc., ça serait difficile de s'en sortir. Mais, bien sûr, il y a un seuil, il y a un niveau, c'est-à-dire aller tenter de réaliser quand même le maximum possible. Voilà mon point de vue. J'insiste. Oui. Parce que choisir, c'est toujours renoncer. Oui, exactement, c'est ça. Quand je dis qu'on doit prendre en considération la famille, la société, l'éducation, la politique, la conjoncture, le moment, etc., c'est aussi ça, c'est ça. Donc je reviens à une préoccupation importante. Oui. Est-ce qu'un écrivain, par exemple, pour assouvir cette passion de l'écriture, doit renoncer à sa vie quotidienne? Il doit prioriser l'écriture sur tout le reste. Autrement dit, est-ce qu'on doit être animé par notre passion ou tout simplement par les contraintes de l'existence? Non, un écrivain, vous êtes bien obligé ou tu es bien obligé de sacrifier certaines choses. Par exemple, ne serait-ce que le moment de l'écriture, etc., les instants de l'écriture, ce sont des instants pendant lesquels on s'isole, pendant lesquels on n'a pas de vie sociale, pendant lesquels tu es penché sur la feuille ou sur le clavier à travailler loin de toute vie sociale. Alors que l'être humain est d'abord quelqu'un de sociable, quelqu'un qui doit s'asseoir avec les autres, avec la famille, etc. Mais là aussi, c'est un équilibre. Si on veut publier, si on veut écrire, si on y trouve un certain plaisir aussi, ou bien une certaine souffrance, ou du moins au-delà de la souffrance et du plaisir, un besoin, ce qui est le cas pour moi, c'est un besoin d'écrire ce texte et d'autres. Et après, tu dis, c'est peut-être, ça va être compensé par d'autres moments qui sont, par exemple, se retrouver devant une assistance aussi charmante. Voilà. Et c'est bien. C'est-à-dire que là, moi, je voudrais revenir sur le personnage Moroccan Django. Oui. Est-ce que d'après toi, il a fini par être heureux? Est-ce qu'il a été atteint par le bonheur? Parce que depuis les Grecs anciens, on sait que la seule quête qui anime notre vie, c'est la quête du bonheur. Est-ce qu'en allant vers sa passion, en la découvrant, en la vivant, en essayant de la vivre, est-ce qu'il est parvenu à être heureux? Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est passé par des moments difficiles, mais qui est parvenu à trouver un équilibre. Et être heureux, c'est déjà trouver un équilibre. Moi, c'est très essentiel, la notion d'équilibre, c'est-à-dire d'être en paix avec soi-même.
Et Moroccan Django est arrivé à cela malgré tous les drames qui se sont passés, qui se sont déroulés durant le roman. Et il est arrivé à un moment où il est soi-même. Voilà, où il n'avait plus de compte à rendre à personne, où il était complètement dans ce qu'il aime, dans son univers, et où il se faisait plaisir avec une vie très équilibrée. Si tu me permets, je vais lire le passage, on a convenu de lire un petit passage, il est moins 20, parce qu'après, la salle va être occupée, et en même temps, on va après donner la parole au public. Justement, je vais lire un passage à la fin de la deuxième partie du roman, parce que le roman est en deux parties. La première partie s'intitule Entre finance et cadence. C'est le moment où le personnage va passer de la finance, de l'univers des finances, à celui de la musique. Et donc ça, c'est le dernier passage. Et la deuxième partie s'intitule Moroccan Django. Alors, je vais lire la fin de la première partie. C'est un moment assez difficile. C'est le moment où mon personnage principal, Moroccan Django, va être au chevet de sa femme à l'hôpital, sa femme qui est atteinte de cancer. Et donc, ils vont passer un moment particulier qui va l'accompagner longuement pendant le reste de sa vie. Alors, c'est lui qui parle, c'est Moroccan Django. Nous n'évoquons aucun triste événement. Nous passions d'une scène à l'autre tout naturellement. Et je tenais sa main, la main de Aïda, sa femme s'appelle Aïda, je tenais sa main dans la mienne. Elle me disait texto. Voilà, Aïda qui parle. J'ai beaucoup aimé quand tu as joué Blue and Duen. J'y pense souvent et ça soulage ma douleur. Tu as fait le bon choix de t'intéresser à la musique. Tu joues très bien. Je t'admire, mon amour. Désolé d'avoir douté de tes capacités au début. Tu seras un grand musicien. Tu es déjà un grand musicien. Promets-moi de continuer, de ne pas t'arrêter. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Fais-le pour nous. Je souriais. Je ne disais rien. J'étais dans le cocon. Elle était gentille, Maïda. Nous continuâmes à piocher dans les réjouissances de notre passé. Nous picorions dans ces douceurs et nos réminiscences nous faisaient un bien énorme. Au petit matin, nous étions épuisés de plaisir et de béatitude. Nous nous endormîmes main dans la main. Le froid de sa main glacée me réveilla. Elle avait arrêté de respirer. Un cri de bête blessée surgit de ma gorge et ameuta la foule. De tout le reste, je ne garde que des images floues dont je ne suis pas du tout sûr si elles étaient vraies ou rêvées. Peu importe. Durant toute la suite de ma vie, les mots de Aïda résonnaient dans ma tête. Désolé d'avoir douté de tes capacités. Tu seras un grand musicien. Tu es déjà un grand musicien. Promets-moi de continuer, de ne pas t'arrêter. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Fais-le pour nous. J'étais dans du gouffre à sa mort. Je n'avais plus le moindre lien avec la musique. Je n'avais que le mot de Aïda. Que la mort de Aïda. Ces mots-là étaient la corde à laquelle je m'accrochais pour remonter à la surface. Elles étaient le lien qui allait me réconcilier avec ma guitare. Elles étaient ma motivation qui allait me faire avancer chaque jour un peu sur la voie de la musique au point de quitter mon nom
Moroccan Django. Pour cela, il me fallait faire trop de failles, mon chemin désordonné. Voilà. Peut-être un dernier mot justement sur Moroccan Django. C'est Kafka qui disait le bonheur efface la vieillesse. Dis-nous un peu quelques mots sur la mort de Django. Je sais pas, tu n'aimes pas tellement parler, Oui, mais quelques mots sans dévoiler la fin. Parce que effectivement, la mort c'est quelque chose qui va survenir à la fin du roman. Il va vivre. Il va vivre 27 ans, en quelque sorte. 27, parce que de 87, mais je le disais comme ça, spontanément, 27, parce que c'est justement la durée pendant il va vivre sa passion. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a vécu 27 ans, même s'il est mort à 87 ans. Voilà, grosso modo, c'est un peu l'idée. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne lui ai pas donné de prénom dans toute la première partie, parce que c'est ce qu'il va dire à la fin du roman. Il va me falloir passer par différentes épreuves pour mériter mon nom, Moroccan Django. Et donc toute la première partie, il n'avait pas de prénom. C'est un personnage qui n'avait pas de prénom. Pourquoi ce choix? Je me pose la question et je réponds. Pourquoi? Pour la simple raison que ce prénom, le prénom qu'il avait pendant les 40 ans qu'il a travaillé à la Banque du Maroc, les 20 ans auparavant, quand il avait fait ses études, pendant tout ça, il portait un nom conventionnel, un nom qu'il n'avait pas choisi, un nom qui pourrait, si par exemple ça l'accompagnait après son autre naissance, porter quelque chose, porter tout ce passé. Parce que non, ça porte avec lui, à la fois ce sont ses parents qui lui ont donné son nom, c'est une partie de son identité. Donc c'est une façon de dire qu'il s'est débarrassé de toute son identité d'avant, même si on ne peut jamais s'en débarrasser complètement, mais au moins de ce qu'il était possible de faire, par exemple, ce choix, qui est un choix de l'auteur, qui est de ne pas lui donner un nom qui l'accompagnerait par la suite. Je vous disais tout à l'heure que c'était un roman sur la passion, j'ajoute que c'est un roman sur la résilience par l'art. C'est ça, c'est-à-dire qu'il s'est construit. C'est à partir de la musique, de la naissance. Voilà, la parole est à vous si vous avez des interrogations, des remarques, des appréciations. Il y a Alors bonjour tout le monde et merci pour la présentation intéressante. Voilà d'abord pour la musique, bien entendu tout le monde sait que la musique a aussi les mœurs. Je suis une petite confusion, peut-être je ne sais pas. C'est-à-dire que dans notre enseignement marocain, malheureusement, c'est vrai, on met pas la musique, mais ce n'est pas par manque de profs. Il n'y a que ça. Et ils sont vraiment très doués. Et comme vous avez dit, je les ai connus après ma retraite. Parce qu'il y a des associations maintenant énormes, pas pour le chant et pour la musique. Bon, la plupart, ce n'est pas pour apprendre la musique. Surtout les femmes de mon âge, elles sont très nombreuses à fréquenter maintenant ces associations pour chanter, pour chercher le bonheur, pour se retrouver et tout ça. D'accord. Alors, deuxième chose, est-ce que vous aussi, monsieur, que pour étudier la musique scientifique, est-ce que le personnage, bon, il n'est pas loin, il a travaillé dans les finances, donc c'est déjà les maths et tout ça, parce qu'on dit quand même la musique, ça casse un petit peu la tête, il faut être déjà mathématicien, sinon on n'arrivera pas. Est-ce que vous êtes du même avis? Alors, troisième, petite information. Il y a un vieillard, un monsieur, je tire chapeau, je lui ai déjà dit ça, qui vend les instruments de la musique à Almanel. Ouais.
Et c'est un prix vraiment donné. Malheureusement, vous ne l'avez pas vu. Cela dit, il n'y a pas d'autre, malheureusement, à casser. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, concernant la lâcheté de l'être humain, je ne suis pas très... c'est personnel, bien sûr. C'est-à-dire selon les constats que je fais, surtout si on regarde la société arabe, c'est un peu difficile. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a le regard de la société, l'interprétation pour les petits, alors qu'on a une matière extra, c'est-à-dire cette jeunesse, c'est le capital qu'on a maintenant. Et il faut justement lui donner la chance d'étudier la musique, de produire, etc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais on a besoin de ça, il faut militer pour ça, je pense. Merci. Merci pour ces différentes remarques, effectivement, qui m'amènent notre regard sur certaines choses, à commencer par le premier point que vous avez soulevé, qui est celui de l'éducation musicale. Est-ce qu'on a des profs de musique? Ça, j'en suis pas sûr, parce que je me rappelle, par exemple, ici à Rabat, il y avait au CPR, Centre pédagogique régional, il y avait la filière, vous connaissez, et il y avait la filière qui formait les professeurs de musique. Mais voilà, et les arts plastiques également. Mais actuellement, non, il n'y a plus ça. Voilà, je me demande où est-ce qu'on forme pour le public, pas dans les établissements privés. Je ne sais pas s'il y a un endroit où on forme maintenant les enseignants des arts plastiques et de la musique. Donc là, c'était un des rares endroits, c'était le CPR de Rabat. Et il y avait aussi ça, je pense, le CPR de Marrakech, etc. Mais actuellement, non. D'ailleurs, moi, quand j'ai parlé de cette anecdote que j'ai vécue à Sornarb, c'est la directrice elle-même qui m'a dit qu'ils n'ont plus de profs. À un moment, ils avaient des profs d'art plastique et de musique dans leur établissement. Je sais qu'actuellement, il y en a encore dans certains établissements. Hier, j'étais à l'Institut Manarat Al-Ferdaous à Khmissat, où j'avais une rencontre littéraire dans cet établissement. Et c'est un établissement qui transpire l'art et la musique. Ils ont des profs de musique, mais c'est un établissement privé. Voilà, ils ont des profs, les élèves étaient formidables, ils ont fait des adaptations, des scènes extraites du roman qu'ils ont joué sur place, etc. Ils ont fait plein de choses. Donc voilà, pour le moment, je ne sais pas, c'est un constat. Alors, en ce qui concerne être scientifique pour apprendre la musique, bon, moi personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'on peut apprendre la musique, mais après, voilà, si on veut, après, pour aller plus loin, pour être virtuose ou pour ça, il faut des années d'apprentissage. Il faut également des prédispositions, mais sinon, pour apprendre tout simplement à jouer d'un instrument, ça, on le faisait, ça se faisait. Je ne participe pas beaucoup, même pendant mon enfance, j'avais dans le quartier des gamins qui apprenaient, qui construisaient leur propre guitare avec des instruments, avec le fil et qui jouaient et qui arrivaient à sortir des rythmes et des notes intéressantes, sans aucun apprentissage. Il y a beaucoup de musiciens qui sont des autodidactes, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'un travail. Mais quand il y a une structure, etc., c'est beaucoup mieux parce que ça fait gagner le temps et ça fait un savoir mieux structuré, etc. Sauf bien sûr quand on est un génie, qu'on a l'œil musical, pas l'oreille musicale. Et là, à ce moment-là, oui. Voilà. Et il y avait une autre question, je pense, je me rappelle plus.
Ah, l'être humain voilà, dans le fait où il prend en considération les circonstances Salut. autour de lui, etc. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Est-ce que il y a un style de musique actuellement pour les jeunes? Il y a le style de rap. La plupart des médias, il y a la plupart des journalistes qui ne parlent pas cette art. Est-ce que cette art il est un peu rare pour les publics? Parce que cette style de musique, la plupart des jeunes, on a des sentiments, on a passé des moments sur la rue, on a passé des histoires mal, on a parlé pour ça, mais la plupart des publics, personne va regarder si le rap c'est un rap, c'est un art, et c'est méchant, non, il y a la plupart des moi j'ai écouté des sons de Tupac Shakur. Il parle pour la vie, pour lui passer des histoires, des mal. Il parle pour ma mère, il est passé des galères. Donc, cette style, on a fait pas on a fait pas des choses mal. Ouais. Juste le truc, on a passé du mal. On nous dit les gens pour ne passer pas cette mal. C'est pas bon comme ça. Par exemple, moi j'ai écouté actuellement du musique africain, Chicken, il y a un chanteur ivoirien, il parle pour des histoires d'Afrique et comment l'Afrique belle, comment il passe des trucs, il est belle. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Effectivement, il y a des genres musicaux qui sont pas très bien considérés par la société, etc. Mais moi, j'encourage tout à fait. Tous les genres sont... il n'y a pas mauvais genre et bon genre. Il y a ce que vous aimez, il y a ce qui vous intéresse. Vous pouvez l'écouter, etc. Il n'y a pas de jugement moral à donner sur une musique par rapport à l'autre, par rapport à une autre. C'est comme cette histoire de Chirac qu'on a sorti récemment, c'était pendant le Ramadan, je crois. Voilà, donc que ce soit les Chirac, que ce soit le personnage justement ici, dans l'irrésistible appel de Mozart, va un peu aborder cette question. Parce qu'il va se rappeler, va se souvenir de la situation un événement qui est arrivé au Maroc, je ne me rappelle plus l'année, les musiciens sataniques, qu'on avait appelé des musiciens sataniques. Il y avait 14, heavy metal, etc. Et il y avait à peu près 14 musiciens qu'on a accusés, comme ça, d'être des sataniques parce qu'ils mettaient des têtes de morts, de squelettes, ou bien des chats, etc. Et on a carrément fait leur procès ici au Maroc à ce moment-là. Et je me rappelle très bien qu'il y avait plusieurs intellectuels marocains, voilà, il y avait un procès carrément au tribunal, et ils étaient condamnés, je crois, dans la première instance, parce que je me suis un peu documenté au moment où je travaillais, donc il y a cette histoire ici dans le roman, et des militants avaient organisé un concert pour les soutenir, justement. Des militants de gauche, essentiellement, avaient organisé un concert de soutien avec une grande affiche, et où également, dans ce concert, c'était justement ce genre musical qui était à l'honneur, le metal et le heavy metal. Et après, quand le procès a eu lieu en deuxième instance, quand il y a eu le rapport, ils ont tout simplement prononcé, je crois, la shahada, comme quoi ils sont de bons musulmans, et on les a
libérés. Ce qui est un peu spécial, ça, c'est, je sais pas, c'est un peu particulier comme jugement. Ça m'a fait penser d'ailleurs à Galilée. Galilée, lorsqu'on l'a le procès de Galilée, lorsqu'on l'a condamné à renier le fait que la Terre tourne autour du Soleil, parce que c'était au XVe siècle, et en sortant, et il leur a dit ok d'accord, bon, la Terre nous tourne, en sortant du tribunal, il a regardé dans le ciel et a dit et pourtant ça tourne. Voilà, c'est un peu le cas de ces jeunes-là. Oui. Bonsoir. Après, oui. Bonsoir. Bonsoir M. Beyda, bonsoir M. Xavier. Merci pour la qualité de la rencontre. Donc, moi j'étais trop marquée par le roman. Je l'ai déjà dit, rencontrer M. Beyda pour une présentation. J'étais absorbée complètement par le roman dès le premier passage. Lorsqu'il a parlé, le moment où il a quitté son travail, le moment où il a dit au revoir à ses collègues de travail, des gens avec qui il a passé plus que 40 ans, une enseigne dans laquelle il a passé 40 ans, et tous ces 40 ans se sont résumés dans une boîte qui servait dans une autre vie à 5 grammes de papier. C'était trop fort. Certes, après il va retrouver le chemin du bonheur, il va récupérer sa vraie vie. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez dit à la fin qu'il n'a vécu, qu'il est mort après 87 ans. Vous avez barré les 4, vous avez laissé 27 ans, ce qui signifie qu'il n'a vécu que les 27 ans de bonheur qui ont suivi la retraite. Et je trouve que l'alarme, le roman est un signal d'alarme pour les gens qui partent à la retraite. Pour toute une constitution qui, surtout chez nous, on prépare à la retraite. Pourquoi ne pas envisager des formations à la retraite, comme des formations pré-embauche? Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien prévu pour la retraite. Du jour au lendemain, ils se trouvent là. Le comble de la retraite pour les Marocains, c'est partir à la mosquée, assister aux 5 prières, et pendant l'été, ramener des raisins à la main en rentrant après la prière. Alors que non, c'est une période d'âge qu'il faut venir, surtout que l'espérance de vie a augmenté. Il faut préparer cela. On n'est pas là, c'est pas la fin de la vie, mais personnellement, je vois que c'est le début. Puisque avant, on se consume complètement pour un travail. Il y a des gens qui aiment ce qu'ils font. Lorsqu'on choisit un travail qu'on aime, on n'a pas à travailler un jour parce que c'est toujours du plaisir à faire ce qu'on aime faire. Mais il y a des gens qui ont été contraints à choisir un travail qu'ils n'aiment pas. Ils assument ce travail juste pour pouvoir vivre, pour survivre, même pas pour vivre, parce qu'il n'y a pas de plaisir là-dedans. Donc pourquoi ne pas avoir des formations pour préparer les gens et leur donner de nouveaux tuyaux? Vous avez parlé de l'enseignement de la musique, c'est dommage qu'on ne le trouve que chez les privilégiés dans le secteur privé. Il y a de la musique, il y a de l'art, il y a le dessin, il y a les arts plastiques, il y a plein d'ateliers. Alors que dans le secteur public, qui prend la plus grande majorité des Marocains, malheureusement, on ne le trouve pas. Même les ENS ne prennent plus de professeurs de musique. C'est pour cela que je considère l'irrésistible appel de Mozart comme un signal d'alarme pour donner plus d'importance à une catégorie de la société qui, on voit là, avec les statistiques du ministère des Finances, que la pyramide est à l'envers chez nous. Donc il y a plus de retraités que de jeunes actuellement. Il faut préparer des activités pour ces gens-là. Il faut les réintégrer dans la société, vu leur expérience, vu la maturité avec laquelle ils pensent après la retraite. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Je suis tout à fait d'accord avec vous, comme quoi il y a des compétences chez cette catégorie, au-delà de 60 ans, 65 ans, qu'il ne faut pas laisser de côté. Il faut trouver un moyen pour continuer leur participation à améliorer la société, quelle que soit la forme, soit un travail rémunéré, etc., soit bénévolat, soit il y a plein d'actions, il y a beaucoup d'actions. Et je sais dans certains pays, on essaie de faire appel maintenant à des retraités
pour contribuer à des travaux qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire il ne faut pas leur demander des travaux qui demandent un effort physique. Il ne s'agit pas aussi de travailler matin et après-midi, mais juste contribuer quelques jours par semaine, quelques heures, sans vraiment de contraintes, c'est-à-dire un peu des choses qu'ils peuvent faire avec plaisir. Voilà, je veux venir chez un retraité, qu'est-ce que vous aimeriez faire, monsieur ou madame? Et à ce moment-là, on va juste, voilà, s'il veut faire de la musique, il peut faire de la musique, il peut faire, justement, c'est faire de la musique, il peut faire de la musique avec des enfants, des enfants à écrire, etc. Et c'est pour cela d'ailleurs, l'autre point auquel je voulais réagir, non, il ne faut pas attendre à 60 ans pour apprendre la musique. Non, au contraire, c'est-à-dire ne pas passer à côté de l'essentiel. Vous voulez faire les mathématiques, c'est bien, pour devenir ingénieur, je ne sais pas, mais également il faut combler l'autre partie de notre personnalité, parce qu'on n'est pas, la personnalité est très complexe, il y a beaucoup de choses, et donc il faut donner le dosage pour chacune de ces composantes assoiffées par l'art, assoiffées par la logique, assoiffées par l'émotionnel, etc. Ne pas favoriser une partie au dépens de l'autre. Voilà, tout à fait. Bonjour, M. Baïda, bonjour M. Hbabi, bonjour à toute l'assistance. Je voudrais d'abord vous féliciter pour la parution de votre livre, L'irrésistible appel de Mozart. Je voudrais aussi remercier M. Hbabi, le modérateur, qui est en fait un auteur aussi. Voilà, donc je voulais. Il faut dire que la question soulevée par Foulois est vraiment très importante. C'est-à-dire le troisième âge, nos seigneurs. Et il faut dire aussi qu'il y a une autre, on va dire, un phénomène, c'est celui des professeurs qui sont à la retraite et qui sont encore en très bonne forme. Ils sont bien entendu certainement par centaines et qu'il faut aussi bien sûr. Donc ça, ce livre, c'est aussi destiné justement pour penser à cette question. Je voudrais, Monsieur Baïda, revenir à une question. Là, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle. Et là, je suis en train de lire le titre « Al-Adab al-Afriqiya Dayfun Sharaf », la littérature africaine à l'honneur. Nous avons passé des moments formidables bien sûr pendant toute cette période-là du Salon international du livre et de l'édition. C'est vraiment des moments extraordinaires. La question donc de la littérature, elle est là. Elle est vraiment au cœur de ce salon. Et ma question, c'est ça. Il y a certaines personnes qui disent que la littérature a-t-elle sa place dans le manuel scolaire? Il y a plusieurs personnes qui disent ce n'est plus la peine d'enseigner la littérature, surtout je parle au niveau secondaire, première année bac, deuxième année bac, bien entendu même pour d'autres niveaux. Et maintenant nous, au Maroc, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une belle production, donc de plus en plus d'écrivains marocains, d'écrivaines marocaines qui écrivent. Donc je voudrais votre point de vue sur cette question. Faudrait-il, d'après vous, enseigner, encourager, laisser bien sûr donc la littérature au secondaire, ou au contraire, revenir à l'enseignement de la langue, bien sûr avec les cours qu'il y avait avant. Merci. Alors, j'imagine que vous connaissez déjà ma réponse, c'est-à-dire en fait, moi je suis pour l'enseignement de la littérature, pour différentes raisons. C'est-à-dire que, en réalité, lorsqu'on enseigne une œuvre, et non pas tout simplement quelques phrases détachées de leur contexte pour apprendre l'emploi de subjonctifs ou bien d'une conjonction ou autre, c'est tout un univers qui passe. Le mot dans un texte, il faut le comprendre et le rattacher à un contexte. Et également, c'est aussi des idées, ils n'ont pas uniquement la langue. C'est pas seulement des expressions.
c'est tout un travail qui est en quelque sorte un travail artistique que contient une œuvre littéraire. Parce que apprendre tout simplement la construction de la phrase, etc., c'est un peu proche du fait de dire qu'il suffit d'apprendre les nuances des couleurs pour apprendre la peinture, de voir le rouge, le jaune, etc. Ils n'ont pas confronté des œuvres d'art. Pour apprendre la peinture, il faut s'initier aux œuvres d'art, il faut voir les tableaux, il faut les comprendre la peinture à l'intérieur des tableaux chez tel et tel et tel, chez les surréalistes, chez les figuratistes, chez les impressionnistes, etc. C'est comme pour la langue, voir le fonctionnement de la langue chez les nouveaux romanciers, voir chez les contemporains, voir chez les réalistes du 19e siècle, etc. Donc c'est là où on voit le fonctionnement de la langue et on voit également toutes les réalisations qu'il est possible de faire avec une langue. Mais si on prend des phrases en dehors de tout contexte, ça revient un peu à apprendre la langue indépendamment de son âme. L'âme de la langue ne peut être perceptible qu'à travers une œuvre. Voilà, c'est ça mon point de vue. Juste des mots pour accompagner ce que vous voulez dire. Un peuple sans littérature est un peuple sans âme. Supprimer la peinture, la littérature, la poésie, supprimer le beau. Je dis, t'as la comptabilité. C'est-à-dire vous supprimez tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire le superflu, l'art, le beau, mais le reste. C'est un peuple qui ne rêve plus, c'est ça le problème. Nous avons rêvé, nous avons fait nos études dans des établissements où on a fait un peu de théâtre, mais le professeur n'était pas déjà pour nous approcher. Quand il lisait un petit poème de Verlaine, je me disais, tu le suivais et puis tu comprends. Mais maintenant, ils sont pressés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à dire. Merci, je crois que... Mais c'est très bien d'avoir soulevé ce sujet très très vaste qui accompagne d'ailleurs, la littérature accompagne la musique, accompagne l'art. Et aussi, j'ajouterais que la littérature, c'est aussi un moyen de vivre plusieurs vies. Mais bien sûr, ça t'emporte, c'est tu rates, tu exploites, Un dernier mot peut-être avec la musique. Merci, bonjour et merci pour cette magnifique présentation. Ça donne envie de lire et de dévorer un peu les pages de votre livre. En fait, j'ai une question un peu personnelle. Qu'est-ce que vous avez appris de votre personnage à travers ce récit? Alors, c'est un peu effectivement un rapport dialectique avec le personnage. Je les pousse à des choses et j'apprends également des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de mon intervention, l'univers sur lequel je travaille pour chaque roman, c'est un univers que j'explore. En général, je choisis des domaines que je ne connais pas beaucoup. L'univers de la musique, ce n'est pas un univers que je connais très bien. Dans mon roman Nom d'un chien, l'univers canin, c'est un univers que je ne connais pas. Jamais eu de chien. Et je suis parti voir un peu, discuter avec les gens, lire des livres en rapport avec ça, parler des expériences qu'ont eues différentes personnes avec l'univers canin, voir la représentation des chiens au Maroc. À ce moment-là, j'avais vu ça au Maroc, en Espagne et en France, etc. Et j'essaie de confronter un peu les expériences et les univers. Donc je pense qu'en faisant un chemin ou un cheminement avec mes personnages,
à la fois, je les aide à se construire, à être des personnages avec différentes facettes, avec une personnalité construite. Et en même temps, j'apprends d'eux parce qu'on fait le cheminement ensemble. Voilà, et après, bien sûr, il y a ces moments de complicité où on est nous deux en train d'hésiter sur des choix. Alors on fait ceci, on tue ce personnage ou pas, on le garde, voilà, et donc ça c'est on dialogue, on est parfois très méchant, on est parfois très content, on est parfois on se dit on arrête là, on va faire la fête et on va faire la fête. On est obligé d'arrêter. Merci beaucoup pour cette partir faire la présence, fête. merci pour la participation. Merci beaucoup de votre présence.